faire des championnats du monde, les oreillettes sont interdites. Ils peuvent écouter de la musique dans leurs oreillettes. Ils ont surtout un directeur sportif qui leur crie dessus. Ils pourraient siffloter des Qui mélodies. va dire allez, vas-y. Salut tout le monde, vous écoutez Pause Vélo, l'émission qui donne envie de faire du vélo. C'est l'épisode numéro 180 ou 181 si vous nous écoutez du côté du lac Léman. Et on est à l'Orne Expo, alors on enregistre en public, on n'est pas dans nos studios. C'est marrant d'être là, on est passé... C'est vachement plus confortable, moi je trouve. Ouais, les canapés, là on est bien. Hein. On est bien On est au dessus. moins sûr qu'il y ait au moins 4 personnes qui nous écoutent. Hein. Ouais, il y a un vrai technicien son. Xavier, tu n'es pas obligé de Je suis faire la technique. relégué dans le canapé. Ouais, t'es chroniqueur pour de vrai, ça c'est bien ça. Alors Et Xavier... puis je suis super content parce que pour une fois qu'on est bien confortable, il n'y a pas Simon. Et on a même de l'eau. Simon qui est un autre membre de l'équipe qui n'est pas là. Alors Xavier c'est le technicien son habituel et puis surtout grand marcheur et le geek de l'équipe. Camille, la cyclo-voyageuse. Tu nous auras ramené une chronique sur quoi Camille ? Eh bien sur les vêtements. Sur les vêtements et les accessoires. On va avoir un quiz où tout le monde pourra participer. Et Mika, comment ça va Mika ? Ben ça va. Alors toujours dans l'humour, une chronique sur les Non, chutes. c'est pas très drôle, du coup c'est des chutes. D'accord, Bah, ouais. quoi qu'il y a rien. Si, ça peut être y a drôle. des trucs plus drôles que les chutes. Peut-être. Les P, peut-être. Voilà. Sinon. Ouais, bah, Non, Simon il n'est pas plus drôle que les chutes. Hein. Alors Xavier, toi tu aimes Altisplay. C'est qui Altisplay ? Bah alors, je suis un geek, donc je traîne sur les réseaux sociaux, sur Internet, choses comme ça. Et en fait, il y a quelques mois, même 1 an et demi, j'ai découvert Altisplay par le biais d'amis de Rouen, en fait, qui le connaissaient. Et je me suis intéressé à ce qu'il faisait. Altisplay, de son vrai nom Altis Selling, c'est un vulgarisateur, vidéaste web et influenceur français de 36 ans. Vous pouvez le retrouver sur plein de réseaux sociaux, YouTube bien sûr, Instagram, il y a également Twitter. Il est quand même suivi par près de 70 000 personnes sur YouTube. Il fait une vidéo par semaine depuis quelques années maintenant. Et il définit son contenu comme étant de la vulgarisation autour de l'aménagement cyclable. On peut le dire, en fait, c'est le plus gros influenceur vélo taf, vélo mode de déplacement en d'ailleurs, France. il est considéré comme vélo taffeur et il se déplace que comme ça. Et son objectif était avant tout de promouvoir l'utilisation du vélo comme mode de transport. Et pour cela, donc, il fait des vidéos et vous pouvez aller sur son site. Il y a énormément de vidéos. Alors, c'est pas que des comptes rendus d'aménagement parce que maintenant, il se met aussi à tester du matériel et à vous donner plein de conseils pour savoir comment choisir votre vélo, si vous voulez de la courroie ou de la chaîne, si vous voulez des vélos assistance électrique, enfin plein de choses. Il fait des comptes rendus sur les aménagements cyclables, notamment il a été faire un reportage à Lyon pour donner son avis sur ce que faisait la ville. Il a été également à la Trinité où dans une vidéo il dénonce la politique de la mairie en matière de pistes cyclables. Il a une vidéo également sur l'état des pistes cyclables à Arras. Il est très très connu parce qu'il a fait une vidéo avec une altercation qu'il a eue avec un automobiliste qui a failli l'écraser et qui avait fait un délit de fuite. Donc c'était ça a fait beaucoup parler. Donc il dit être pour le rééquilibrage de l'espace entre les vélos et les automobilistes, mais aussi les transports en commun. Et il a une phrase que j'ai aimée parce qu'il parle des cyclistes. Il dit également que si chaque cycliste respecte les règles, eh ben, on risque de progressivement améliorer les choses. Voilà, donc vous pouvez le suivre sur Twitter qui est X maintenant, hein. Mais vous pouvez vous passer de ça parce que le gars qui est à la tête de ça, on pourrait s'en passer. Instagram, YouTube, et vous pouvez le soutenir via un site Patreon. C'est des sites où il propose des contenus, vous donnez un petit peu d'argent et lui, ça lui permet de financer ses déplacements, son matériel. Il y a aussi un KissKissBankBank et un Tipeee aussi pour l'aider. Donc voilà, à aller voir. Et il a un site internet qui est très bien, c'est altisplay.fr. Donc Altis, A-L-T-I-S. Play, comme jouer, play.fr, et vous retrouverez énormément de vidéos et de contenus qui sont vraiment très bien faits, parce que quand on est vulgarisateur, ça veut dire qu'on essaye de parler au plus grand nombre, comme nous on fait en fait dans cette émission. Donc c'est vraiment des mots choisis, pas très compliqués, avec des détails. Il explique vraiment correctement ce qu'il fait et c'est appréciable et c'est très ludique et vous passerez un vrai bon moment à le suivre.
Donc Altisplay, un collègue à nous, mais version vidéo cette fois. Et du coup, j'avais déjà pris contact avec lui pour essayer de l'interviewer. Et c'est mon challenge avant la fin du mois de juin, c'est-à-dire de l'avoir pour faire une interview d'Altisplay. Avant la fin de la saison. Voilà. Camille, alors là, un quiz. Tout le monde peut participer. Mais Mika, Eric, Xavier, c'est nous trois. C'est nous qu'on va compter les points. Alors, Camille, un quiz, vêtements et accessoires. Et oui. On a le droit d'être aidé par le public. Ah oui. Faire du vélo, ce n'est pas que pédaler, effectivement, c'est aussi s'habiller en conséquence. Alors, quand on enfourche sa monture, qu'est-ce qu'on porte ? Moi, je vous propose donc ce petit quiz pour faire le tour de l'essentiel. J'ai un peu axé vélo sport. Donc, numéro 1, le point névralgique de la bicyclette, c'est, à votre avis ? Les fesses. La selle. Voilà. Ouais. Alors, c'est notre fessier qui repose sur la selle. Et lorsqu'on pratique sur d'assez longues distances, qu'est-ce qu'on porte en bas ? Alors, j'ai un choix multiple. Attendez. Donc, A, un cycliste. B, un jean. C, un cuissard. D, un string. E, un queue d'enfer. Un cuissard, un cuissard. Un cuissard. Si on porte un cycliste, c'est sur le dos ? Non, c'est en bas. C'est plus lourd, un D'accord. cycliste. En bas. Alors, réponse... Je m'accorde le point alors. Ouais, bon, je pense tous. Bien que le vélo donne un cul d'enfer, on porte un cuissard, bien évidemment. Court l'été, long l'hiver, il intègre une peau de chamois à l'entrejambe, autrement dit, un rembourrage de mousse ou de gel pour améliorer le confort et absorber les irrégularités du sol. Donc on oublie le jean avec sa grosse couture centrale et bon, le string, pas besoin de vous expliquer pourquoi. Deuxième question. Alors moi, je veux Oui. peut-être un complément. Est-ce que il faut aussi associer un bon cuissard avec une bonne selle ? Et là, je me tourne vers Mika, qui est quand même le spécialiste du vélo. Bah, Alors, déjà, le mal de fesses, c'est comme n'importe quel muscle. Il faut faire beaucoup de vélo pour ne pas Faut le avoir trop tanner. mal aux fesses. Ouais, Ouais. les fesses tannées. C'est vrai. Ça, vous pouvez avoir le meilleur cuissard du monde, la meilleure selle. Si vos fesses sont pas habituées, vous aurez toujours mal. Mais après, oui, pour améliorer, oui, avec une bonne selle. Alors, bonne selle, c'est plutôt une selle qui va être faite à votre, qui ouais, va être adapté à quoi. votre morphologie, quoi. Et C'est pour ça. ça, aujourd'hui, vous allez chez votre Revendeur. chez votre vélociste, et il y a quand même des outils, des instruments que les marques peuvent proposer pour notamment connaître l'écartement entre les ischions. Et voilà, ça devient un peu plus technique, mais il y a des choses à faire, ouais. Merci Maître Capello. Deuxième question, justement à propos du cuissard. Comment doit-on le porter ? Avec ou sans sous-vêtements ? Ah, moi je mets des sous-vêtements. Sans vêtements. Parce que Normalement, je il crois faut que tu pas, avais mais- déjà répondu dans une Ouais, émission. j'en avais déjà parlé, Ouais. c'est ça. Et moi, j'écoute Camille quand elle fait des Sur choses. Xavier. Ah, c'est un mec bien. Alors surtout, sans, la peau de chamois est conçue déjà avec un traitement antibactérien et sans couture, de manière à n'avoir aucune zone de frottement ou d'irritation. Et en plus, le cuissard n'a pas d'élastique à la taille, ce qui risquerait de cisailler le ventre. Et donc si on portait des sous-vêtements en plus, ça serait dommage, on perdrait tous les bienfaits du cuissard. Troisième question, on voit souvent les sportifs ou, je peux le dire ça, les papis cyclistes du dimanche porter des maillots de cyclisme à l'effigie du club du coin. Alors est-ce vraiment une nécessité, le maillot de cyclisme ? Ah attends, il y a un choix multiple. Hein. Ok, d'accord. Alors A, non, un t-shirt technique ferait l'affaire. B, oui, sinon t'es pas un vrai. C, oui, car il est respirant, il permet ventilation, légèreté et rangement grâce aux poches intégrées à l'arrière. C'est le 3 ça. Moi, Ouais. c'est le Je 3. crois que le 3 c'est bien ça. Ouais. Puis en plus, si tu fais de la pub, peut-être que tu peux recevoir un peu d'argent. Ouais, ouais. Eh ben, A ou C, selon votre pratique. En effet, n'importe quelle haute technique fait l'affaire. Mais si on n'a pas de sacoche, les poches dans le dos, parfois avec une fermeture zippée, permettent de ranger vos clés, téléphones, etc. Et barre énergétique. Ouais. Ouais. Encore un point pour Xavier. On peut même mettre sa gourde, enfin des petites gourdes. Quatrième question, à propos de maillots. Alors là, je suis partie dans la culture. Quelles sont les couleurs des fameux maillots du Tour de France ? Alors, j'ai d'un choix multiple. Ok. A. Maillot bleu, blanc, rouge, la France quoi. B. Maillot fuchsia, Parme, cacadois, gorge de pigeon et céruléen. C. Maillot jaune, vert, blanc à pois rouge et blanc. Et D. Maillot ketchup moutarde. Non, c'est. Il y a des questions qui vont être un petit peu choix multiple. challengées ou parce que là, Ouais, attends, que là, j'y viens. Mais- C'est progressif. Alors, la C, parce que c'est les maillots propres au Tour de France, mais sur le Tour de France, il y a des cyclistes qui portent des maillots à l'effigie du fait qu'ils soient champions d'Europe, champions de France ou champions du monde. Et là, c'est d'autres Ouais. couleurs, mais Ouais, ils sont... mais il est mais pas il les est pas quand même principaux, d'autres courses les aussi, quoi. légendaires, Ah oui, c'est ça. dans les maillots de classement en fait,
Donc oui, c'est ça, la réponse C. Donc, et alors, ils ont tous une signification. Donc là, je hausse le niveau, Mika, ça va te plaire. Et je vous rajoute un point si vous les connaissez. Alors, jaune, c'est pour... Oui, vas-y. Le leader, au moment à la fin de l'étape, celui qui est maillot jaune, c'est celui qui est premier au classement. Voilà. Quel classement? Ouais. Le classement général. Par le Ça, temps. c'est le Mais bon mot. individuel, pas par équipe. Le Donc, temps. C'est ça, c'est le leader du classement général. Et comment on distingue les leaders par équipe alors? Oh, attention, là, la duel de Comment il se regard. la pète. Là, je pense que Ouais, il ramène sa science. Bon, je passe. C'est le dossard. Même Camille, Ils portent c'est pas- toute l'équipe a un dossard jaune pour les leaders par équipe. Ah, j'avais jamais Ok, remarqué. je sais pas non plus. Ouais. Alors du coup, vert, c'est pour... Le meilleur au point. Sprinter. Ouais. Non, sprinter. On dit sprinter, mais en fait, c'est le meilleur au classement par point, en fait. Oh putain, t'es bon. Alors toi, t'as le Ouais. point. Ah, C'est la réponse Gars, il aurait exacte, pu c'est... les avoir. c'est Il le faut qu'il nous leader. laisse je répondre. laisse répondre. C'est le leader du classement par points qui récompense souvent le meilleur sprinter. Des points Alors, sont en effet crédités à chaque sprint. Voilà. Bravo. Ouais. Alors du coup, plus dur. Blanc à pois rouge. Grimpeur. Grimpeur, Bah, si on va par là, c'est un classement par points aussi. Donc, Ouais, mais c'est le meilleur grimpeur. oui, mais donc il a raison. C'est Mais le comment meilleur- des- c'est- les deux sont Parce des qu'il y a classements des par points. points. Ouais, c'est ça. Les Mais deux sont des- des classements par points. Le vert, c'est plutôt le meilleur sprinter, le sprint intermédiaire et sur la ligne, sur les étapes de plaine. Et le maillot à pois pour le classement par points du meilleur grimpeur. Et attends, Mais ils sont Mika, tous par points. est-ce que c'est Par poids. déjà arrivé dans l'histoire du Tour de France qu'un seul cycliste porte les 3 maillots en même temps? Et ben, c'est arrivé assez récemment. Hein. Alors le vert, non. Mais le jaune, le à pois et le blanc, c'est arrivé à Pogacar. Ok. Ouais, bah du coup, le blanc, c'est Meilleur pour jeune. Le plus jeune, ouais. de moins de quel âge? 21 22. Vas-y, Mika. 25. 25. C'est Ah bon, ouais. c'est Mika qui a le point. Et on arrête sa carrière de cycliste sportif à quel âge? Comme au foot, vers 35 ans? Bah, ça dépend des gens, mais t'en as qui sont encore très performants, pas loin de la quarantaine. Mais, Ok, Reviens dimanche et tu demanderas à Jalabert. d'accord. Alors, encore plus fort, savez-vous pourquoi ces couleurs ont été choisies? Pourquoi c'est pas fuchsia, etc. Si vous le savez, alors là, je vous nomme grand gagnant du quiz, avant même d'avoir à répondre aux questions suivantes. Hein. Alors, je crois que le maillot jaune. Alors, maillot jaune, Il l'histoire. est jaune, c'est pas par rapport au sponsor qui était une banque non, dès le départ? je crois Ah. que c'était les couleurs La du magazine. journal, Ouais. du journal qui est à la base organisé la course. Le papier était jaune. Ouais, c'est ça. C'est ça, Mika. En 1919, le principal quotidien d'actualité sportive se nomme Lotto, et c'est aussi l'organisateur. Et les pages étaient jaunes, d'où la couleur du maillot. L'auto qui était. L'auto le- avec 2 T. Qui était... Non, Non, l'automobile. Non, comme l'auto, l'automobile. comme la voiture. Qui était l'organisateur du Tour de la grande France. boucle. Ouais. Voilà. Et donc le maillot vert, pourquoi vert? Moi, je pense que c'est une histoire de sponsor, peut-être historiquement Mhm. PMU. Encore plus vieux Plus que ça, vieux avant Ah ouais. PMU. Perrier. Non, quelque chose que je Putain, pense c'est un qu'il truc qui a un n'existe plus. siècle, plus d'un siècle. C'était la couleur du premier sponsor, et c'était en 1953. Et c'était la Belle Jardinière. Ah ouais, non, là. Et ensuite, On avait dit Skoda... qu'on citait pas des marques là. Non, bah, j'en cite d'autres. Skoda et PMU ont pris le relais, leur logo contient du Ok. vert, donc voilà. Et le maillot blanc à pois rouge, il y a une histoire aussi. Oh là, ils se sont pris la tête là. Blanc, pois rouge. Rien à voir avec le saucisson. hein. Non, Non, attends, faut C'est pas qu'on se dise que ça a plus d'un siècle. Hein. chelou. Alors, c'est par rapport aux côtes? Non, j'en sais aucune idée. Il est venu plus tard, celui-là, plus tard, dans les années 70. Mais ça C'est doit aussi être une histoire de sponsor sponsor. Non, Non. Blanc, Ouais, pois ouais. rouge. Ah, je sais pas. Il fallait qu'on le reconnaisse pour pouvoir lui tirer dessus dans les montagnes. il a une cible. Aucune idée, Camille. Alors, la couleur a été choisie en hommage à un ancien pistard, Henri Lemoine. Sa tenue de piste était inspirée des casaques de jockey. Et d'ailleurs, son surnom était Petit Pois. Ah, et C'est comme il vrai. était fort, et C'est d'accord, vrai que ça ok. fait penser à des casaques de jockey. Ça reste Ouais. humain. Ils ont souvent des couleurs flashy, bariolées. Ouais, c'est vrai. Et le maillot blanc, bon, je vous donne direct la réponse. En fait, il n'a pas vraiment un sens particulier. C'est juste qu'il offre une visibilité lors des compétitions. On le Ah, voit oui, bien. parce que Voilà. Tout le monde est bariolé sauf lui, quoi. Voilà. 5e question. Alors là, on sort un peu de la culture G. Hein. À quoi servent les lunettes très particulières des cyclistes de route? Alors, petit A, à se la péter grave. Petit B, à se protéger du soleil tout en soignant son look de beau gosse. C, à sprinter tout en sécurité. C'est sprinter tout en sécurité, que ça reste bien accroché puis que ça reste un peu aérodynamique.
Non, c'est la 2, mais ça protège du soleil, du vent aussi. Et puis des insectes. Et puis... Ouais. Des cailloux peut-être Il y a aussi. un peu de B et de C. En fait, elles servent à protéger du soleil, bien sûr, mais leur amplitude permet aussi de protéger de la poussière, des insectes, de la pluie, etc. Parce qu'à pleine vitesse, le moindre corps étranger, même micro-millimétré, qui pourrait impacter l'œil, risquerait de faire chuter le cycliste. Donc il s'agit de sécurité, en fait, mais avec du style quand même, faut dire. Nous, cyclistes du quotidien, on connaît pas ça. À 20 km/h, les moustiques. Moi, à 20 km/h, j'ai des lunettes spécialisées. Hein. Ah ouais. Bah, de la pète grave. Parce que sinon, il est Tu à te la 15 pètes grave. Réponse km/h. A, moi. Me la C'est fait aérodynamique. Moi, je me la pète grave. Alors, dernière question, et 6e question. En hiver, il fait froid, et on porte tout naturellement des gants. Mais qu'on soit vélo taffeur ou coureur cycliste, pourquoi continuer à en porter l'été? Alors, A, parce que sinon, t'es pas un vrai. B, parce qu'ils étaient assortis au cuissard et au maillot. C, pour éviter que la transpiration ne fasse glisser les mains sur le guidon, donc favoriser une meilleure prise et se sécuriser. D, parce que qu'en cas de chute, on tombe souvent sur les mains et donc vaut mieux les protéger. Et E, parce qu'on a toujours des trucs sales à manipuler, comme par exemple remettre sa chaîne quand on a déraillé. Ou quand on s'arrête de faire pipi sur le bord de la route. Tu te fais avec tes gants. Ouais, si tu mets des mitaines, ça va être vite vu au Oui, niveau c'est de ça, la les- chaîne. Un mélange de B et C. Il y a un mélange, effectivement. Moi, je dirais C et D. Bah, c'est des E, en gros. Bah, Pour en cas de chute, pour bah, pas mais- se salir et les puis mains. l'été, Et puis tu mets des mais c'est mitaines, surtout la je- transpiration, ça c'est plus pour les coureurs vraiment. Mais l'été, tu mets des mitaines. Si tu remets ta chaîne, t'as les doigts dégueulasses. Ça change rien. Ouais, Ouais, Ok, un mélange de toutes les un réponses. peu, un peu Voilà. tout. Voilà. C'était J'ai jamais Voilà, eu le vous temps, en moi. savez un peu plus sur la panoplie du parfait petit cycliste. Je reste néanmoins convaincue que ce n'est pas l'habit qui fait le moine. Personnellement, moi je passe ma vie sur mon vélo et pourtant j'ai pas de maillot ni de lunettes futuristes. Et il y a encore Et- 2 minutes, t'avais des gants. Et ouais, et puis avant d'écrire cette chronique, je connaissais aucun des maillots, si ce n'est le jaune, Ah oui. tu vois. Mais il faut dire aussi que j'ai jamais couru le Tour de France, donc Ah, c'est pour ça. ceci explique peut-être Pas cela. pas encore, Camille. Merci Camille. Alors Mika, on va passer à un tout autre sujet, les chutes à vélo. Il paraît que l'année dernière, le nombre de chutes à vélo, que ce soit pour les sportifs ou les non sportifs, a augmenté. Alors moi je vais surtout vous parler des chutes à vélo en course professionnelle, mais en effet ouais, elles ont augmenté depuis ces dernières années, et une fois n'est pas coutume on va parler un peu de sport, et là ça tombe bien aujourd'hui puisque on a le musée du vélo de la Fresnay-sur-Chédoué dans la Sarthe qui est recomposé autour de nous, et c'est un musée qui retrace les épopées sportives. Donc, Il est fort. on est dans le thème. Vous allez voir qu'on peut rapidement faire des ponts entre le vélo sportif, en l'occurrence la compétition sur route dont je vais vous parler aujourd'hui, au plus haut niveau, et le vélo au quotidien. Si vous suivez un tant soit peu le cyclisme, vous savez que la saison de cyclocross, accessoirement le plus beau sport du monde, vient de laisser place à la saison de cyclisme sur route. De fait, deuxième plus beau sport du monde. Et comme en 2024, les courses sur route ont déjà amené avec elles leur lot de chutes et de dysfonctionnements, peut-être avez-vous pu notamment voir la vague d'abandon volontaire récemment sur l'étoile de Bessèges, au début du mois. Plusieurs équipes ayant constaté des manquements à la sécurité ont décidé de se retirer de la 3e étape. À cause d'une voiture. Une voiture en effet arrivée en sens inverse. Bon, il y a dû avoir une erreur J'ai vu ce d'un truc-là, mais ils se signaleur. sont trompés, ouais. N'oublions pas que c'est des bénévoles, hein, pour la grande majorité d'entre eux. La raison principale, donc comme on le disait, c'était la voiture. On peut également citer la chute lors du sprint final de la 3e étape récemment du Tour de la Provence, où Pascal Ackermann a chuté alors qu'il se trouvait en tête, en plein sprint, à 200 mètres de la ligne, 70 km/h, autant vous dire qu'il s'en souvient. La faute cette fois, un Dodane, 200 mètres de la ligne. Super C'était vraiment impressionnante une bonne idée. Je ne pense pas. Eh bien, c'est là donc le lien qu'on peut établir entre le vélo au quotidien, où tout un chacun au quotidien sur son vélo prendra un Dodane à une vitesse relative, peut-être pour les plus téméraires 30 km/h, avec lui il est arrivé à 70, donc ça n'a pas le même impact. Ce type d'infrastructure urbaine est d'ailleurs spécifiquement conçu pour faire ralentir les véhicules à moteur et ainsi sécuriser les piétons et les cyclistes. Mais on remarque que dans cette situation-là, les infrastructures prévues pour adoucir les villes, notamment pour les cyclistes, font totalement l'inverse pour les. Ça devient un danger. C'est dangereux. Pour les D'accord. cyclistes professionnels, puisque c'est pas adapté. Alors pourquoi on a cette recrudescence de chute? Quelles sont les causes, les conséquences et les solutions qui pourraient être mises en place pour endiguer ces phénomènes?
Donc, outre les infrastructures urbaines, d'autres éléments peuvent être analysés comme des facteurs de risque de chute. L'évolution matérielle, tout d'abord. En quelques années, les progrès ont été nettement visibles. Poids des vélos, aérodynamisme, entraînement, nutrition. Tous ces éléments amènent forcément à une augmentation des performances et fatalement à des vitesses toujours plus élevées. Les électriques aussi, les vélos électriques. Mais là, on parle en course cycliste. Ok. Rien suivi, toi, de la Des chronique. courses de vélo électrique. Moi, je veux voir ça. Après, il y a des histoires de moteur, mais normalement, il n'y en a pas. Donc, Les vélos sont super contrôlés, de plus en plus à cause de ça. Oui, bien sûr. Donc on peut traduire aussi ces évolutions techniques par une utilisation des braquets toujours plus importante. En début d'année, par exemple, sur certains contre-la-montre, certains cyclistes utilisaient 68 dents comme plateau. Pour ceux qui font un petit peu de vélo, il faut vous imaginer le délire. J'ai combien de dents, moi, sur En mon moyenne, VTT? on en a combien sur un vélo Sur votre classique VTT, sur le grand, vous avez 3 plateaux souvent. Sur le grand, il y en a 44, 46. Ah oui, d'accord. Sur le grand. Après, en vélo de route, souvent, on tourne aux alentours entre 50 et 54 pour les plus forts. Et là, on est à 68 dents. Donc, cela permet d'atteindre des vitesses folles, mais surtout en descente. Et donc, à forcément avoir plus d'insécurité. On peut aussi évoquer l'apparition des freins à disque, qui sont monnaie courante aujourd'hui, même en cyclisme sur route, et qui permettent donc plus de sécurité au freinage, certes, mais donc une prise de risque accrue en descente. On freine en effet beaucoup plus tard qu'avant, car on a plus de puissance de freinage. Or, cela amène aussi à une augmentation de la vitesse et une moindre anticipation des freinages, comme cela pouvait être le cas avant. Moins évident pour la personne qui ne suit pas le vélo, mais l'aspect data, encore une évolution technique. Et les oreillettes peuvent créer également de la distraction chez les coureurs. Aujourd'hui, la quasi-totalité des coureurs professionnels est munie de capteurs de puissance sur son vélo. Cette puissance s'exprime en watts et fait partie intégrante de leur entraînement. Elle est analysée avant, pendant, après les courses. Or, cela amène à être très très souvent le regard sur le compteur, ce qui favorise la distraction également. Les oreillettes aussi sont présentes chez tous les coureurs. Ça permet de pouvoir échanger avec les autres coureurs et son staff, la direction sportive. Cela peut avoir un intérêt sécuritaire, oui, à savoir prévenir des dangers, un rond-point, une route, des graviers, peu importe. Donc anticiper. Cependant, ça peut aussi et surtout être une source d'information permanente et donc à l'oreille parfois au détriment de leur concentration et de leur vigilance. Enfin, l'aspect économique est aussi un facteur de chute. Et ça paraît plus tiré par les cheveux, mais en effet, vous allez voir que pas tant. Le vélo est un business, et c'est l'Union cycliste internationale, l'UCI, qui en gère les règles. Cette dernière décide donc du fonctionnement des courses, de la réglementation globale des épreuves cyclistes. À l'instar d'un sport comme le football, le basket ou autre, il y a des divisions dans le cyclisme. Il y a 2 grandes divisions. Les World Team, celles qui participent au Tour de France, à la Giro, Vuelta, Tour des Flandres, Paris-Roubaix. Et les Pro Team, qui peuvent être invités, mais n'ont pas de passeport, n'ont pas de carte d'entrée automatique. Or, économiquement, vous conviendrez qu'il est plus rentable pour un sponsor de participer au Tour de France qu'au Tour du Luxembourg. Aujourd'hui, il existe une chasse aux points UCI, et afin de pouvoir prétendre à monter dans la plus grande catégorie ou à y rester, ces courses aux points des équipes ajoutent à l'aspect plus individualiste de chaque coureur qui est pas en CDI, c'est des contrats à 2-3 ans pour les plus forts. Et ça amène une pression économique toujours plus grande à tous les échelons. Et cela, ça crée aussi des risques. On prend des risques pour gagner ses points, pour gagner une course, pour rester dans le jeu. Et avoir des sponsors. Exactement. En 2023, Pro Cycling Stat a recensé 295 blessures uniquement chez les professionnels, contre 242 en 2022. Ces 10 dernières années, on a compté 648 des 1993 blessures recensées étaient des fractures de la clavicule. On remarque aussi l'aspect violent des chutes. Faudrait des casques pour clavicule, en fait. Eh ben tiens, tu fais bien, ça me fait une transition. Maintenant qu'on a nos différents facteurs de danger, quelles solutions on pourrait apporter parce que vous imaginez bien que les équipes et les instances y réfléchissent déjà. Il n'y a pas pour les motards, ils n'ont pas inventé des gilets airbag. Eh ben, genre quand on y tu vient. tombes de ta moto, en fait, le truc il se gonfle automatiquement. Ça existe aussi. Je vais en parler. Les infrastructures urbaines inadéquates. On pourrait proposer de plus arriver en ville. Comme ça, la solution est toute trouvée, il n'y a plus d'arrivée en ville, et comme ça, c'est réglé. J'ai au moins 15 questions à te poser depuis le début de ta
Eh ben garde-les. Ah oui. Mais comme on disait, le vélo c'est un business. Et pour, par exemple, je sais pas si on est dans les quiz, est-ce que vous savez combien coûte pour une ville l'arrivée d'une étape du Tour de France? Ah, ils doivent payer l'organisation du Tour? C'est pas dans les 50 ou 60 000 euros? 130 000 euros. Ah d'accord, faut avoir le budget quoi. Hein. Et là, Ou être sûr ma stat, d'avoir elle retour, date de 2023. C'est pour ça Donc que c'est pas allé à la baisse. Mais est-ce que tu as des chiffres de combien ça rapporte à une ville, une arrivée de... Bah, c'est difficile. Non, Ah oui, c'est j'ai la- pas le cherché, tourisme, tout ça. mais c'est difficilement quantifiable, mais sans doute. Attends, il doit y redis avoir des- 130 000 euros. 130 000 euros pour l'arrivée, un petit peu moins pour le départ. Mais si vous faites D'accord. ville départ à arrivée, comme notre cher Premier ministre François Bayrou fait tous les ans quasiment, ça commence à faire un petit budget. Donc j'en viens à ce que je disais, ne plus arriver en ville, certes, mais trouvez-moi un village sécurisé qui a 130 000 euros à mettre pour l'arrivée d'une étape du Tour de France. Ça risque d'être compliqué, donc ça pose forcément ce problème-là. Pour Et répondre pourtant, c'est les pros du vélo qui organisent les étapes, donc ils pourraient s'arranger pour arriver dans des parties les moins dangereuses de la ville. Oui, mais je étudier pense le que- parcours pour oui, dire oui, on il peut y pas a arriver de là plutôt ça, là. mais il y a aussi, je pense que parfois c'est très compliqué tout simplement. Bon, il y a quand même l'UCI qui tente de mettre en place des choses, notamment une ligne fictive aux 3 km lorsque ça arrive au sprint. Donc à 3 km, on arrête les chronomètres. Tout le monde sera classé dans le temps des 3 km avant la ligne. Comme ça, il n'y a plus que les sprinters qui vont se jouer la victoire, et donc moins de monde, moins de risques. J'avais entendu aussi qu'il fallait pas de virage dans les derniers mètres d'une arrivée. Oui, bah oui, Il totalement. fallait que ce soit une ligne droite. Bah, quand ils arrivent à 70 km/h, Oui, mais il y a ils sont encore plus des très endroits où oxygénés. c'est des petits virages, il y a des problèmes de coureurs qui passent à la corde. Où c'est Oui, bon. oui, bien sûr. Il peut être aussi possible de modifier les parcours, comme tu le disais, mais par exemple à Paris-Roubaix, il y a la trouée d'Arambert où ils arrivent pleine balle tous les ans, et bah, l'année dernière, ils ont mis une petite chicane juste avant, justement pour éviter qu'ils le prennent trop vite et qu'il y ait encore beaucoup de chutes. Les évolutions matérielles dont on parlait, on ne peut pas demander à un constructeur de produire des vélos qui vont moins vite, qui sont moins performants. C'est pas envisageable. Hein. Comme on le disait, ça reste un business et la course une vitrine pour les marques. Cependant, il est possible de limiter les braquets. On parlait tout à l'heure de notre 68 ans. Ça n'empêcherait rien de le mettre, de limiter le braquet. Il y a certains coureurs qui le proposent d'ailleurs, comme c'est le cas dans les jeunes catégories. Cela impliquerait obligatoirement une diminution de la vitesse. Les évolutions techniques peuvent aussi être vues comme un atout. En effet, certaines équipes commencent à utiliser des tenues de vélo dans un matériau qui ne se déchire pas et qui est très robuste. Cela permet donc en cas de chute si vous devez vous casser une clavicule, malheureusement vous la casserez, mais il y aura pas cet aspect plaie ouverte, infection, brûlure. Voilà. Et la question de l'airbag, comme tu disais, Xavier, est aussi sur la table. À l'heure actuelle, c'est des technologies qui existent, mais qui sont plus en effet pour des vélos taffeurs ou des vélos du quotidien. Donc, on va dire que en termes de confort, casques, c'est pas encore adéquat, mais l'idée est bonne. Des choses autour de la nuque ou des casques. Bah non, mais les casques, moi il me semblait qu'on avait vu ça une fois. On était Un dans les casque quiz. qui Vous gonfle comme savez ça. depuis quand le casque est obligatoire Il est en pas course obligatoire. cycliste? Ah, c'est pas si vieux que ça, c'est les années Ça. 90, un truc comme ça. Même pas 2003. En 2003, Oh, la c'est devenu vache. obligatoire C'est dans pas les si courses. vieux, hein. Ouais. Et au début, on avait le droit de l'enlever dans les étapes de montagne quand ça arrivait en haut d'école. Ok. Ok, d'accord. Les datas dont on parlait tout à l'heure, la question d'en interdire l'accès en course pourrait se poser. C'est le cas sur la piste notamment où les compteurs sont interdits. Quant aux oreillettes, certains essais ont déjà eu lieu et le nombre de coureurs possédant pendant la course a été limité, donc 1 ou 2 par équipe. Lors des championnats du monde, par exemple, les oreillettes sont interdites. Cela donne lieu donc à des courses plus ouvertes, avec plus de spectacles. Ils peuvent écouter de la musique dans leurs oreillettes. Ils ont surtout un Niveau directeur distraction. sportif qui leur crie dessus. Ils pourraient siffloter des Qui veut mélodies. dire allez, vas-y. Et enfin, pour l'aspect économique, il serait important que les équipes puissent avoir plus de garanties quant à leur avenir pour cette fameuse course au point. Là. L'UCI semble avoir un rôle important à jouer sur ces questions. Il est aussi question de sanctionner plus durement les comportements antisportifs et dangereux des coureurs et du staff par des cartons jaunes qui ont été mis en place là dès cet été et pouvant m'amener même jusqu'à l'exclusion des courses, soit des coureurs, soit de leur staff. La question du nombre de véhicules à moteur sur les courses pose également question, liée au danger bien entendu, mais aussi à l'écologie. Lorsqu'on voit autant voire plus de véhicules que de coureurs sur le Tour de France, ça reste une interrogation. Enfin, les coureurs doivent aussi
être partie prenante de ces évolutions, et non seulement en se retirant des courses lorsqu'ils sont mécontents, mais à chaque fin de course, il faut savoir qu'il y a un questionnaire qui leur est envoyé par les organisateurs. Il y a des éléments qui demandent à faire remonter des éléments de dysfonctionnement, d'amélioration à apporter à la course. Cependant, tout comme pour le cycliste du quotidien, ils sont très peu à s'impliquer, à répondre à ces questionnaires. À ce propos, ne soyez pas comme eux et répondez d'ici le 3 juin à la nouvelle édition du Baromètre cyclable vélo 2025 qui vient d'ouvrir aujourd'hui et qui permet de recenser la cyclabilité et les points d'amélioration des différentes villes de France. Ah oui, ça c'est fait par la FUB et il faut le remplir ce truc-là. L'émission se termine sur ces bonnes notes. N'oubliez pas de nous liker, de nous commenter et puis de nous partager. Et n'oubliez pas les copains, pour sauver l'humanité, faites du vélo!